Bonjour. Dans cette vidéo, nous verrons que les applications statistiques appellent à la prudence. Dans notre conception de la réalité, les phénomènes physiques macroscopiques observables sont considérés le résultat de nombreux processus élémentaires d'un monde microphysique où on ne peut pas suivre chaque élément, par exemple chaque molécule dans un gaz. Pour pallier à notre incapacité à suivre chaque molécule dans de grands agrégats, on fait une étude probabiliste basée sur des données statistiques. Quant au monde subatomique, la physique quantique, en raison du principe d'incertitude, nous dit que l'indéterminisme est inhérent à la nature des choses et ne peut jamais être surpassé par une technique améliorée ou une compétence accrue. Et donc on a une approche statistique car on ne peut jamais connaître l'état d'un système subatomique, seulement sa probabilité d'être dans tel ou tel état. Ces résultats statistiques nous permettent de prédire des phénomènes physiques, par exemple le comportement d'un gaz ou d'un rayonnement. Mais même dans ce cas, nos applications statistiques sont fondées sur des suppositions, notamment que toutes les molécules ou particules de même type sont similaires, l'indiscernabilité étant posée comme un principe en physique quantique. Par ailleurs, elles sont supposées n'avoir aucune des caractéristiques du vivant. Et dans le cas des molécules, on présume qu'elles ont la même probabilité de se trouver à tel ou tel endroit. Simplement, malgré ces suppositions, nos résultats au niveau macroscopique observable sont suffisamment satisfaisants. Pour la philosophe des sciences Deborah Mayo, il est même difficile de dire ce qui est vrai à propos des différentes méthodes statistiques. Il aurait donc été peut-être prudent de nous en tenir à ces succès et de ne pas trop nous aventurer à appliquer ces méthodes en dehors du monde microphysique. En effet, ces applications soulèvent bien des questions concernant non seulement une utilisation fallacieuse, délibérée ou à la suite d'une mauvaise compréhension des concepts, mais aussi le réalisme même de ces concepts. Le problème est qu'à partir d'un petit échantillon, le but est d'arriver à des conclusions raisonnables concernant une population dans son ensemble. Plus on se rapproche de la sphère humaine avec toute sa diversité, plus on peut douter du bien fondé d'une telle approche. Il faut que l'échantillon reflète la diversité concernant les traits impactant la question à l'étude. Mais peut-on connaître tous les traits concernés et les prendre en compte? Ils peuvent être trop nombreux, difficilement identifiables et interconnectés. Prenons l'exemple d'un sondage sur l'intention de vote. On peut penser que l'âge et la catégorie sociale ont une influence, mais aussi la distance entre l'habitation et la métropole la plus proche, le niveau d'éducation, etc. Et donc, dès le départ, il faut faire un choix subjectif sur les traits considérés comme pertinents. Puis, pour que l'échantillon soit aléatoire, c'est-à-dire reflète la population dans son ensemble, il faut que l'échantillon soit suffisamment large et connaître la répartition des traits sélectionnés dans la population. Pour cela, on pourrait théoriquement forcer chaque individu à révéler des données et il suffirait ensuite d'un simple calcul, mais il s'agirait là de méthodes d'État totalitaire. De toute manière, la plupart des traits sont difficilement mesurables et l'estimation de leur répartition dans la population est loin d'être objective. Puis le sondeur répartit la population dans des groupes non chevauchants selon les traits sélectionnés. On appelle cette méthode un échantillonnage aléatoire stratifié. Or, il pourrait y avoir plus d'une manière raisonnable
de délimiter les strates. Si on demande à des enquêteurs d'interviewer un certain nombre de personnes dans chaque strate, alors la subjectivité de ces enquêteurs peut jouer un rôle. Par exemple, ils peuvent préférer parler à des personnes dont l'apparence ou l'habitation leur paraît plus attrayante. Par ailleurs, d'innombrables facteurs humains non quantifiables peuvent impacter le résultat d'un sondage. Les sondés peuvent ne pas dire la vérité. C'est souvent un réflexe inconscient, par exemple à cause d'une réticence à étaler devant autrui une opinion réputée peu politiquement correcte. D'autres peuvent refuser de prendre part à un sondage ou ne pas retourner un questionnaire. C'est plus fréquent parmi les gens les plus actifs de la société et ça réduit d'autant plus la validité du sondage. Les sondeurs indiquent rarement le pourcentage de réponses reçues dans chaque strate, une information qu'ils ne possèdent probablement pas eux-mêmes. Si les sondés ne sont pas suffisamment familiers du sujet en question, alors les résultats du sondage reflèteront un point de vue fondé sur l'ignorance et les préjugés, laissant la possibilité à la manipulation de l'opinion. Par ailleurs, la formulation des questions et des questionnaires à choix multiples avec nécessairement un nombre limité de réponses préétablies peuvent également servir de moyens de manipulation. Ajouter à cela, on doit prendre en compte le coût d'un sondage. Afin que celui-ci reste bas, on peut préférer ne pas appliquer les meilleures méthodologies. Par exemple, lorsque des sondages sont sans arrêt publiés au cours des mois et des semaines précédant une élection. Les sondages sont souvent peu réalistes et peuvent alors servir d'outil de formatage de l'opinion afin de l'orienter vers la direction désirée. Les résultats de l'élection justifiant a posteriori les sondages, les faisant paraître impartiaux. On peut aussi sélectionner des échantillons qui servent à nos objectifs, mais sont peu réalistes, d'autant plus qu'on peut en trouver en essayant encore et encore ou en rapportant de manière sélective, ainsi que l'explique Mayo, c'est-à-dire lorsque les résultats sont peu flatteurs, ne pas les publier. D'après le médecin et écrivain Ben Goldacre, dans l'industrie pharmaceutique, il s'agit d'études entières qui disparaissent par la main de centaines et de milliers de personnes réparties dans le monde entier, tant dans le secteur public que privé. Les patients sont souvent choisis très soigneusement pour qu'ils aient plus de chances de s'améliorer grâce au traitement. Le groupe contrôle auquel on donne un placebo étant, lui, choisi de telle manière qu'il montre des signes de mauvaise santé. D'ailleurs, même dans le meilleur des cas, comme on l'a vu, on ne peut pas vraiment savoir si le groupe contrôle reflète bien la population dans son ensemble en ce qui concerne les facteurs impactant la santé. Notons qu'il y aurait peu de raisons de faire des études statistiques en double aveugle ou non si le traitement est véritablement efficace et sans effet néfaste. Et donc, de telles études sont souvent la conséquence d'une société orientée vers le profit. Ce qui nous amène à la question de la fiabilité des résultats. Il y a forcément une marge d'erreur lorsqu'on extrapole à partir de données restreintes. Considérer que des traits se répartissent selon la distribution normale est irréaliste, ainsi qu'on l'a vu dans la vidéo précédente. Il serait plus approprié de parler de distribution idéale plutôt que normale. La première étape est d'estimer si un échantillon est aléatoire, c'est-à-dire représente la population générale,
ou n'est pas représentatif. Et dans ce cas-là, on dit qu'il est significatif, c'est-à-dire qu'il s'agit là d'un phénomène nécessitant explication. Par exemple, la décision de lister un effet indésirable d'un médicament dépend de l'étendue de cet effet parmi un échantillon de patients ayant pris ce médicament comparé à l'étendue de cet effet dans la population générale des patients de la dite maladie et donc n'ayant pas pris ce médicament. Plus précisément, on estime ce qu'on appelle la valeur P, c'est-à-dire la probabilité des données observées et des données plus extrêmes, si une hypothèse qu'on appelle l'hypothèse nulle H0 est supposée vraie. Il faut pour cela connaître la distribution des données, leur probabilité selon H0. Prenons l'exemple du lancer d'une pièce et donc que notre hypothèse H0 dit que si la pièce est non biaisée, alors elle a la même probabilité de tomber sur pile ou face, c'est-à-dire une probabilité d'1/2 dans les deux cas. Supposons qu'on la lance 3 fois et qu'à chaque fois elle tombe sur pile. La probabilité d'un tel événement est P égale 0,5 à la puissance 3, c'est-à-dire 0,125. Supposons maintenant qu'on la lance 5 fois et qu'à chaque fois elle tombe sur pile. Cette fois-ci, la probabilité d'un tel événement est P égale 0,5 à la puissance 5, c'est-à-dire 0,03125. Comme à chaque fois les deux échantillons sont extrêmes, la probabilité P est égale à la valeur P dans cet exemple. La question est: peut-on en conclure que les échantillons ne sont pas aléatoires, c'est-à-dire peut-on en conclure que la pièce est biaisée? Ce n'est pas parce qu'une expérience donne un résultat ayant une faible probabilité que si on répète l'expérience, la probabilité restera toujours faible. En ce qui concerne notre pièce, les résultats pourraient être dus au hasard. Combien de fois faut-il répéter l'expérience pour pouvoir conclure que la pièce est biaisée? Par ailleurs, le calcul de P dans notre exemple est simple, mais en général, il est très complexe et basé sur d'autres concepts et sur bien des suppositions et des approximations. La valeur P ne répond pas à la question à laquelle on voudrait une réponse, c'est-à-dire vu les données, quelle est la probabilité que H0 est vrai, c'est-à-dire que les données se répartissent selon H0. C'est une erreur logique commune que de croire qu'une faible valeur P implique que H0 est fausse. Par ailleurs, la valeur P ne permet pas de conclure quoi que ce soit sur une hypothèse alternative à H0 concernant la répartition des données. Par convention, suivant la suggestion de Fisher, on considère généralement que les données sont significatives et donc, dans notre exemple, que la pièce est biaisée si P est inférieur ou égal à 0,05. Et donc, un résultat serait significatif si P est égal à 0,049, mais ne le serait pas et donc serait aléatoire si P
est égal à 0,051, ce qui est absurde, comme le fait remarquer la philosophe Christine Schrader-Frechette, experte internationale en matière environnementale. D'ailleurs, dans certains contextes, on préfère prendre P inférieur ou égal à 0,1 plutôt que 0,05, et donc le choix est subjectif. Dans le cadre d'une étude sur l'efficacité ou les effets indésirables d'un médicament, la conclusion dépend du seuil choisi pour P. Les conséquences peuvent être graves juridiquement. Si on intente un procès contre une industrie pour les dommages sur la santé engendrés par la pollution ou un médicament, les juges demandent très souvent une étude de la signification statistique avant d'établir une causalité. Or, ce n'est pas parce que P est supérieur à 0,05 qu'il n'y a pas causalité. Ce n'est pas non plus parce qu'il y a un degré de corrélation qu'il y a causalité. Dans certains domaines, les méthodes employées pour estimer une corrélation sont douteuses. En neurosciences, l'IRMF, imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, montre les zones du cerveau qui sont davantage oxygénées et donc plus actives durant l'émotion ou l'activité étudiée. Un volume d'image est composé de régions vaguement en forme de cube appelées voxels, pixels volumétriques. Chaque image contient de 40 000 à 500 000 voxels, chaque voxel ayant entre 1 mm3 et 125 mm3. Et on prend des images toutes les 2 à 3 secondes pour avoir une série temporelle. Dans cette masse de données, il est certain qu'on trouvera une corrélation entre l'activité cérébrale dans certains endroits et les mesures du comportement. Il n'est donc pas étonnant que des études ayant analysé les coefficients de corrélation donnés dans la littérature les ont trouvés exagérés. Par ailleurs, on peut certes mesurer des objets, mais peut-on mesurer des comportements? N'est-ce pas réduire l'humain à des objets? Ajoutons à cela qu'il faut faire très attention lorsqu'on parle de moyenne sans préciser de quoi il s'agit vraiment. S'agit-il de la moyenne arithmétique ou de la médiane? Prenons l'exemple de l'estimation du salaire moyen. Considérons une entreprise où le président gagne 45 000 euros par mois, le vice-président 15 000 euros par mois, 2 autres membres du conseil administratif 10 000 euros par mois, 3 techniciens spécialisés 5 000 euros par mois, 5 techniciens 3 700 euros par mois et 12 autres employés 2 000 euros par mois. Il y a 24 personnes et donc la médiane étant le point du milieu et le salaire qui se situe à la moitié du 12e plus grand salaire et du 12e plus faible salaire et est donc égal à 2 850 euros par mois. Mais le PDG peut préférer parler de moyenne arithmétique, c'est-à-dire environ 5 729 euros par mois, une différence notable. Cet exemple montre aussi les approximations faites. Il s'agit en fait de 5 729,16666, etc. Les approximations peuvent en elles-mêmes mener à de grandes erreurs. En conclusion, une étude statistique ne peut qu'au mieux être vaguement indicative. Toute conclusion sur un phénomène doit être nécessairement fondée sur une étude raisonnée
basée sur l'observation reproductible à volonté, c'est-à-dire une étude scientifique. Déjà, une telle étude contient bien des faiblesses. Par exemple, on ne peut pas observer en dehors d'un cadre théorique et donc on a tendance à voir selon nos a priori et la généralisation est problématique. Mais une telle étude est essentielle. Elle est notre meilleure et seule manière de nous assurer que nos conclusions sont quelque peu satisfaisantes. Cela dit, lorsqu'on sait scientifiquement qu'un phénomène peut avoir des effets biologiques délétères, sauf dans des cas extrêmes, ça ne veut pas dire que tout le monde sera malade ou mourra. On ne peut qu'évaluer les risques statistiquement et donc incertainement et subjectivement. Et donc, dans le cas de technologie, il s'agit plutôt d'un choix de société de décider quel genre de technologie, notamment médicale, elle veut. Son objectif est-il le profit? Certes, les études statistiques sont nécessaires dans ce but, mais alors on est face à des batailles de chiffres selon les points de vue, ainsi qu'on le verra dans la prochaine vidéo. La croyance en l'objectivité des chiffres permet d'occulter que les politiques mises en œuvre et les choix sociétaux sont affaires d'opinion et non d'expertise statistique, puisque les chiffres et les modèles donnés sont eux-mêmes affaires d'opinion. Les statistiques restent surtout ce qu'elles étaient initialement, une science de l'État. Plus un État est totalitaire, plus il a besoin de données, même sans véritable signification. Merci.